Quel est le point commun entre James Dean, Elvis Presley, Frankenstein et Godzilla? Eh bien, aussi étrange que cela puisse paraître, ils ont tous côtoyé, à un moment ou à un autre, le même individu dont vous ignorez peut-être l'existence, malgré son parcours aussi sulfureux qu'étonnant. Salut à vous pauvres mortels, je suis Chris, ensemble on parle comics et culture populaire, et dans l'épisode d'aujourd'hui, on revient sur la vie tumultueuse d'un comédien à la carrière atypique, Nick Adams. Avant de commencer, je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, de Spotify à iTunes, en passant par Deezer, YouTube Music ou Podcast Addict. N'hésitez pas à lâcher des likes, des étoiles et à partager l'émission autour de vous pour soutenir mon travail. Si vous en avez la possibilité, vous pouvez aussi souscrire à un abonnement mensuel ou annuel sur Substack pour m'aider à bosser dans de meilleures conditions. D'ailleurs, vous retrouverez dans l'article original qui accompagne ce podcast toutes les images et tous les médias qui vont bien pour aller plus loin. Maintenant que la réclame est faite, passons aux choses sérieuses. Dans la nuit du vendredi 7 février 1968, l'avocat Erwin Roeder, ancien agent de police de Los Angeles, s'inquiète du sort de son ami, la star d'Hollywood Nick Adams, qui ne s'est pas présenté au rendez-vous qu'il s'était donné pour dîner. Après avoir brisé une fenêtre pour entrer dans la maison de l'acteur, située à Beverly Hills, Roeder a la triste surprise de découvrir le corps sans vie de son ami. Nick Adams avait 36 ans et l'autopsie conclura à une mort par intoxication due à un mélange de médicaments sans réussir à déterminer s'il s'agissait d'un suicide ou d'un accident. Excès de trop ou geste désespéré, l'histoire de Nick Adams, dont la carrière battait de l'aile, mérite d'être racontée. Né en 1931 de parents immigrés ukrainiens, Nick Adams, de son vrai nom Nicholas Aloysius Adamchuk, grandit dans un cadre spartiate. Son père, mineur de fond, décide de changer de vie après que son propre frère, lui aussi ouvrier dans une mine de charbon, ait perdu la vie dans un accident de travail. La famille Adamchuk quitte la Pennsylvanie pour le New Jersey et le jeune Nicholas, qui se passionnait jusqu'alors pour le baseball, commence à rêver d'une vie de comédien, dont les revenus conséquents pourraient faire sortir sa famille de la misère. Après avoir exercé divers petits boulots pour subvenir à ses besoins, il choisit le pseudonyme de Nick Adams et joue de son physique d'athlète pour obtenir de petits rôles au cinéma. En 1952, il rejoint la marine américaine durant la guerre de Corée et y reste jusqu'en 1955, année qui marque un véritable tournant dans sa carrière à l'écran. Après une apparition dans un film de John Ford, il obtient un rôle dans La Fureur de vivre avec James Dean et Natalie Wood. Réalisé par Nicholas Ray, La Fureur de vivre, ou Rebel Without a Cause dans sa version originale, dépeint une jeunesse américaine désenchantée, révoltée face à l'autorité et en proie à tous les excès, parfois jusqu'à y laisser la vie. Le film, version rock'n'roll du mythe d'Oedipe, va consacrer James Dean comme éternel représentant de la jeunesse rebelle et anticonformiste, étendard de toute une génération dans le monde occidental. Adams, Wood et Dean vont se lier d'amitié sur le tournage, mais aussi partager un funeste destin. Le 30 septembre 1955, avant même la sortie au cinéma de La Fureur de vivre, James Dean disparaît tragiquement dans un accident de voiture. Natalie Wood, elle, sera retrouvée morte en 1981, noyée après être tombée d'un bateau. Son mari, Robert Wagner, sera soupçonné de l'avoir tuée en la poussant à l'eau, tandis que Christopher Walken, également présent sur le bateau et amant présumé de la comédienne, restera très flou sur la soirée qu'ils ont passée ensemble. Encore aujourd'hui, les circonstances exactes autour du décès de Natalie Wood restent mystérieuses. Avec le recul, il semblerait que, encouragé par la presse People, Nick Adams ait largement embelli sa relation avec James Dean. S'il dit l'avoir rencontré sur le tournage d'une publicité au début des années 50, rien ne dit qu'ils ont sympathisé outre mesure avant La Fureur de vivre. Adams aurait possiblement exagéré leur proximité et même cherché à profiter de sa mort pour rester sous le feu des projecteurs. Cependant, le décès de James Dean va rapprocher Nick Adams d'une autre figure légendaire de la culture populaire américaine, Elvis Presley. Presley, qui débute au cinéma dans Love Me Tender en 1956, était un grand admirateur de James Dean. Aussi, lorsqu'il est mis en contact avec Adams, le courant passe immédiatement. Ce dernier passe de longues soirées en compagnie d'Elvis dans sa propriété de Graceland, et les deux hommes enfourchent régulièrement leur moto pour de longues balades nocturnes. Il existe cette fois-ci beaucoup plus de preuves de la sincère amitié qui existait entre Adams et le King, mais également entre les parents du chanteur et la mère de Nick. Nick Adams tiendra d'ailleurs un journal relatant son amitié avec Presley, qui ne sera découvert que bien plus tard par sa fille Allison, et publié en 2012 sous le titre The Rebel and the King.
Mais Nick Adams ne perd pas le nord et comme pour James Dean, il espère surfer sur la célébrité de son nouveau camarade en demandant à Elvis de chanter le générique de la série The Rebel dans laquelle il tient le rôle principal à la télévision entre 1959 et 1961. Malgré l'impossibilité pour Elvis Presley de répondre positivement aux attentes d'Adams, le programme va rencontrer un petit succès et The Rebel sera même adapté en comic book par l'éditeur Dell le temps de 4 numéros. Nick y interprète Johnny Yuma, un soldat de l'armée confédérée, vivant diverses aventures à travers les États-Unis d'Amérique juste après la guerre de sécession, et faisant régner la justice à l'aide du fusil à double canoncier hérité de son défunt père. Malheureusement pour l'acteur, et en dépit d'un public fidèle, la série sera finalement annulée par le réseau ABC, en partie à cause de sa violence, les chaînes cherchant à cette période des programmes plus légers et consensuels. Nick se tourne alors de nouveau vers le cinéma avec un objectif, être le premier acteur de série télé à remporter un Oscar. Il enchaîne plusieurs films avec cette idée en tête, Hell is for Heroes avec Steve McQueen, The Hook avec Kirk Douglas, et enfin Twilight of Honor avec Richard Chamberlain, pour lequel il sera nominé dans la catégorie du meilleur acteur dans un second rôle. Mais malgré une campagne très active pour mettre le film en avant, et pour laquelle il ira jusqu'à payer des publicités de sa poche, il ne remporte pas l'Oscar. Une déception que l'on imagine colossale pour cet homme qui rêve depuis longtemps d'être en haut de l'affiche. Si les années 1960 ne commencent pas sous les meilleurs auspices pour lui sur le plan professionnel, la vie personnelle de Nick Adams est loin d'être idyllique. Marié à l'actrice Carol Nugent en 1959, avec laquelle il aura 2 enfants, Nick se révèle instable, infidèle et même menaçant envers sa femme. Traînant déjà derrière lui une sale réputation et coureur de jupons invétéré sur les plateaux de tournage, il choque profondément le public quand il annonce dans une émission de télévision durant laquelle il devait faire la promotion de son prochain film Young Dillinger qu'il se sépare de sa femme. Le problème, c'est qu'Adams n'a visiblement pas pris la peine d'informer son épouse de ses intentions. Le scandale est retentissant dans l'Amérique puritaine de l'époque et malgré une annonce officialisant la réconciliation du couple la semaine suivante, le mal était fait. Le coup de grâce pour Nick Adams, c'est que Young Dillinger, film de gangster dans lequel il incarne le célèbre John Dillinger, n'a rien du chef-d'œuvre qui pourrait enfin lui offrir son précieux Oscar. Production à petit budget tournée en seulement 17 jours, Young Dillinger n'emballe ni le public ni la critique et est rapidement oublié, comme la série B très oubliable qu'elle est. Adams, qui clamait haut et fort qu'une véritable star hollywoodienne ne devrait jamais se rabaisser à tourner dans des productions étrangères, va devoir revoir ses ambitions et exporter ses talents à l'international. Il s'éloigne alors des plateaux d'Hollywood pour tourner dans ce que l'on appelle parfois pudiquement des films de genre, comprenez par là des longs métrages ayant attrait à l'horreur ou à la science-fiction, longtemps considérés comme du cinéma de seconde zone. En 1965, il prend la direction du Royaume-Uni pour jouer dans Die Monster Die ou Le Messager du Diable en version française. C'est le premier film du réalisateur Daniel Holler, connu auparavant pour avoir travaillé sur les adaptations des écrits de Edgar Allan Poe, produites par Roger Corman. Inspiré de la nouvelle La couleur tombée du ciel de H.P. Lovecraft, Adams y partage l'affiche avec le légendaire Boris Karloff. Mais malgré sa volonté de copier l'ambiance des films de la Hammer, Die Monster Die n'est pas franchement une réussite, étant même parfois catégorisé de nanar, tant le décalage entre son ton volontairement dramatique et ses séquences grand guignolesques est évident. Comme sa série The Rebel, le film sera adapté en comic book par l'éditeur Dell l'année suivante, dans sa collection Movie Classique. Toujours en 1965, Nick Adams s'envole pour le Japon et tourne dans son tout premier film de Kaiju Ega, Frankenstein contre Baragon ou Frankenstein Conquers the World pour les anglophones. Ce long métrage, réalisé par Ishiro Honda, ni plus ni moins que le réalisateur du tout premier Godzilla et de plusieurs de ses suites, et indubitablement l'une des grandes figures du cinéma japonais du XXe siècle, possède un pitch pour le moins original. En 1945, les nazis s'emparent du cœur de la créature de Frankenstein et le confient aux Japonais, qui l'entreposent à Hiroshima. Après que le bombardier B-29 Enola Gay ait largué Little Boy, une bombe atomique à l'uranium-235 d'une puissance de 15 kilotonnes sur la ville, la rayant de la carte et engendrant les dégâts que l'on connaît, le cœur du monstre semble perdu à jamais. Mais 15 ans après le bombardement, un mystérieux enfant sauvage fait son apparition dans la ville désormais reconstruite, et tout indique qu'il s'agit là d'une créature qui s'est régénérée à partir de l'organe disparu, irradié par la bombe. L'étrange individu, renommé Frankenstein, devient de plus en plus fort et de plus en plus grand, jusqu'à atteindre une taille gigantesque, et il est bientôt accusé d'être à l'origine de la destruction de plusieurs villages. Les scientifiques partis à sa recherche découvrent que c'est en fait l'œuvre d'un autre monstre, sorte de reptile géant venu des profondeurs de la Terre, Baragon,
Évidemment, les deux créatures finissent par s'affronter. Frankenstein contre Baragon est le fruit d'un long processus de collaboration entre la Toho et divers studios américains, qui avaient déjà donné naissance à King Kong contre Godzilla en 1962, et d'une certaine fascination pour les monstres classiques de la part du public nippon. À l'époque, la présence d'acteurs occidentaux tels que Nick Adams facilite l'importation des films japonais aux États-Unis, ceux-ci étant souvent remontés, voire drastiquement transformés, avant leur projection dans les salles obscures américaines. Adams sert donc ici de caution Yankee au film de Honda, tout comme dans le deuxième long métrage produit par la Toho dans lequel il joue, Invasion Planet X. Titré Invasion of the Astro Monster pour le marché américain, Invasion Planet X est le 6e film de la franchise Godzilla, sorti au Japon en décembre 1965. Nick Adams y interprète un astronaute prénommé Glenn qui, en compagnie de son coéquipier Fuji, joué par Akira Takarada, se rend sur la mystérieuse planète X. Ses habitants subissent les assauts du terrible dragon à 3 têtes, King Ghidorah, et espèrent que les terriens leur viendront en aide en envoyant Godzilla et Rodan, deux personnages bien connus des amateurs de kaiju, pour venir à bout de cette créature malfaisante qu'ils appellent Monster Zero. Toujours réalisé par Ishiro Honda, Invasion Planet X mêle combat de monstres géants, supervisé par le spécialiste Eiji Tsuburaya, invasion extraterrestre et espionnage, pour un résultat loin d'être irréprochable, mais qui remplit son rôle d'honnête divertissement, sans pour autant être le plus brillant des épisodes de la saga Godzilla. Le film ne sera distribué aux États-Unis qu'en 1970, soit 5 années après sa sortie sur le marché japonais et 2 ans après la mort de Nick Adams. En 1968, après quelques petits rôles à la télévision, Nick tourne dans le film de science-fiction à petit budget Mission Mars. Là encore, c'est un échec critique. Entre sa réputation peu reluisante dans le milieu hollywoodien et ses flops confidentiels au box-office, sa carrière ne redécolle pas. Durant les dernières années de sa vie, peut-être conscient de ne plus pouvoir prétendre à des rôles de jeune premier, Nick Adams fait extrêmement attention à son apparence. Yoshio Tsuchiya, l'un de ses partenaires de jeu dans Frankenstein contre Baragon et dans Invasion Planet X, témoignera que Nick pouvait passer des journées sans manger, buvant uniquement un café au cours de la nuit, au point de défaillir durant le tournage. Dans le 3e et dernier film de la Toho auquel il participe, The Killing Bottle, issu de la saga d'espionnage International Secret Police, il réalise lui-même ses scènes de combat, ayant appris le Kenpo aux États-Unis auprès de l'expert en arts martiaux Ed Parker, ce qui démontre sa forme physique impeccable, au moins en apparence. Il est aussi admis que, tout au long de sa carrière, les studios arrangeaient, possiblement à sa demande, des rencarts entre Adams et les vedettes féminines avec qui il partageait l'écran. Ce fut notamment le cas pour Natalie Wood, une pratique qui donnait du grain à moudre à la presse people. Il aurait aussi flirté avec la comédienne Kumi Mizuno, qui jouait avec lui dans Frankenstein Conquers the World et dans Invasion of the Astro Monster, une rumeur, fondée ou non, qui aura finalement raison de son mariage. Sa femme Carol dénoncera les comportements colériques et parfois même violents de Nick, et en parallèle d'une longue bataille juridique autour de la question de la garde de leurs enfants, elle obtiendra une ordonnance restrictive à l'encontre de son ex-époux afin d'éviter tout contact entre eux à l'avenir. Plus largement, la sexualité de Adams a fait l'objet de nombreuses spéculations. Ses rendez-vous arrangés et sa prétendue vie de Don Juan auraient en fait pu servir à couvrir son homosexualité ou sa bisexualité. Des stratagèmes courants à Hollywood à une époque où assumer une orientation sexuelle autre que l'hétérosexualité était inenvisageable pour les stars de cinéma si elles tenaient à leur carrière. D'autant plus que l'homosexualité est longtemps restée considérée comme un délit dans de nombreux États américains. Certains vont même jusqu'à imaginer qu'il aurait pu être l'amant de James Dean, lui aussi prétendument bisexuel. Et s'il s'agit de pures suppositions, elles traduisent en partie le flou entourant la personnalité de Nick Adams. Quelles qu'ont pu être ses relations avec James Dean, Kumi Mizuno ou Elvis Presley, Nick Adams apparaît, avec le recul, comme avoir éprouvé une inextinguible soif de célébrité tout au long de sa vie, cherchant à tirer parti de ses amis les plus célèbres, à fréquenter les plus jolies femmes de la planète et à être récompensé par les plus hautes distinctions sans jamais être parvenu à se contenter des opportunités qui se présentaient à lui. Quelques jours avant sa mort, Nick était en Italie, où il devait participer à un film de science-fiction dont le tournage a été annulé au dernier moment. Peut-être la goutte de trop pour cet homme souffrant déjà de problèmes d'addiction à l'alcool et aux médicaments depuis de nombreuses années. Une partie des produits pharmaceutiques qui ont provoqué sa mort a d'ailleurs été prescrite par son propre frère, Andrew, qui était médecin. Si j'ai voulu vous raconter l'histoire de Nick Adams, ce n'est pas pour sa filmographie en dents de scie, ni pour sa vie privée dissolue, mais parce qu'à l'image de nombreux artistes, venant de tout domaine confondu, des comédiens aux dessinateurs de comics, en passant par les musiciens de diverses scènes plus ou moins underground, il fait partie de ces figures que l'on oublie avec le temps.
L'histoire de Nick Adams, c'est aussi celle d'une désillusion et d'un cliché typique du rêve américain brisé. Son besoin de reconnaissance, quasi maladif, quitte à embellir la réalité et à exagérer des événements anodins, et ses incartades, pour certaines impardonnables, ont progressivement fait de lui un paria, un type infréquentable, tout juste bon à tourner dans des séries B méprisées par la critique. Pourtant, beaucoup de professionnels avec qui il a pu travailler ont gardé une impression bien différente de la personnalité de Adams, celle d'un acteur impliqué, habité par ses personnages et mu par une volonté de bien faire les choses. Le plus étrange dans tout ça, c'est que la suite de déceptions qui semble constituer son existence de comédien a fini par mener Nick Adams sur des chemins qui l'ont rendu culte pour un noyau dur de fans avertis, friands de cinéma obscur. Sûrement pas la postérité qu'il attendait, mais peut-être tout simplement celle qui lui était destinée. Voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me donner votre avis sur les réseaux sociaux, tous les liens utiles sont dans la description de l'épisode. Abonnez-vous sur les plateformes de podcast et partagez l'émission autour de vous. Moi je vous donne rendez-vous très bientôt sur Substack et évidemment jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures.